De nous rejoindre dans cette deuxième séance de notre série. Nous avons encore une fois une option d'écouter ce webinaire en français. Damien, Alexandra et Marina nous serviront d'interprètes aujourd'hui et ils vont traduire en direct en français pendant la séance. Je m'appelle Amber, je suis la gestionnaire de ressources pour la plantation d'arbres au sein du collectif Reboisement Canada. Et il y a aussi Sarah Barker, gestionnaire de projet au SCRC, qui se trouve également dans le clavardage et peut vous aider si vous avez besoin d'aide pendant la session. Nous allons publier bientôt le lien pour l'enregistrement de cette session sur notre site Web. Cette série de webinaires est organisée par le collectif, une initiative financée par 2 milliards d'arbres et lancée en décembre 2024. Donc, le CRC existe pour soutenir la mise en œuvre de projets de BT à travers le pays et nous faisons en créant une plateforme pour la communauté de plantation d'arbres du Canada, se connecter, collaborer et partager des connaissances. Cette série de webinaires est l'une de nos premières offres. Et en tant qu'initiative communautaire, nous vous invitons à visiter notre site Web et également partager vos idées quant à comment nous pouvons aider votre organisation. Nous allons organiser une session de questions-réponses à la fin de cette séance et vous pouvez aussi participer au chat. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, nous indiquer d'où vous appelez et le territoire traditionnel si vous le souhaitez. L'équipe organisatrice et les intervenants se joignent aujourd'hui à cette séance depuis les terres traditionnelles de Haudenosaunee et Kanien'kehá:ka, Mississauga, Anishinaabe, Algonquin, Huron-Wendat et Laidley Tenai, Tlokoklum et Secwepemc. Nous reconnaissons le rôle essentiel que le feu a joué dans la transition et pratique de nombreux peuples autochtones dans ce que nous appelons aujourd'hui le Canada et nous espérons donner une plateforme aux discussions qui font progresser l'intégration du rôle que le brûlage culturel peut y jouer dans la restauration des paysages. Cette série mettra en lumière la recherche canadienne sur la dynamique des forêts dans un climat changeant et fournira quelques exemples d'approches pour la plantation d'arbres après un incendie de forêt. Les approches et les stratégies présentées aujourd'hui sont testées dans des contextes écologiques spécifiques et nous voulons surtout partager des idées, des options et des points de vue sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour aider tout le monde à y parvenir, nous compilerons les notes, les enseignements et les points à retenir de chaque session de cette série afin de résumer les connaissances partagées. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Val Desiel, directrice des programmes de restauration en Forêt Canada, qui sera notre modératrice. Elle est experte en gestion des prairies et des boisés, possède des vastes connaissances sur l'utilisation des brûlages dirigés comme outil de restauration de paysages et est chef de brûlage RX200 avec plus d'une décennie d'expérience dans cette pratique. Merci beaucoup, Amber. Je suis très heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui qui a pour but de partager la recherche sur la dynamique forestière et des exemples d'approches différentes utilisées pour la plantation d'arbres après un incendie de forêt. Et ce n'est qu'un début. Nous reconnaissons que davantage de recherches et d'expériences sont nécessaires pour comprendre pleinement les meilleures pratiques pour ce type de restauration au Canada. On veut reconnaître que la restauration après un feu de forêt est un domaine en développement qui compte peu d'experts établis, ce qui rend l'apprentissage par les pairs et la collaboration avec les chercheurs et les détenteurs de connaissances essentielles à la mise en œuvre efficace de ce travail important. Donc, les incendies à sévérité élevée sont un sujet qui préoccupe tout le monde lorsqu'il s'agit de planter des arbres après un incendie. Le Service canadien des forêts classe les incendies de forêt comme extrêmes en utilisant l'indice forêt météo, l'IFM canadien. Lorsque la valeur de cet indice dépasse le 95e centile de la moyenne, il s'agit de conditions dans lesquelles les incendies brûlent les couches organiques, ce qui affecte le succès de la régénération des arbres et entraîne les difficultés par la régénération artificielle. Les conditions sont très sèches et les communautés végétales qui se développent dans les années qui suivent l'incendie varient beaucoup. La plantation d'arbres devient une entreprise créative quand on travaille avec ce type de paysage. J'aimerais remercier nos intervenants d'aujourd'hui d'avoir offert leur temps pour cette séance de webinaire pour nous aider à mieux comprendre les approches qui peuvent être utilisées pour récupérer ce type de paysage. Tout d'abord, j'aimerais présenter Nelson Tifo, qui est un chercheur gouvernemental basé au Québec, au Canada, qui se spécialise dans la sylviculture de régénération. Ses recherches portent notamment sur les défis posés par le reboisement, la gestion de la densité et l'écologie.
Depuis 2005, il contribue à la communauté scientifique en tant que rédacteur en chef adjoint de revues internationales et a récemment été nommé co-rédacteur en chef du Canadian Journal of Forest Research. Monsieur Tifo est également professeur adjoint dans plusieurs universités où il encadre et supervise des étudiants de troisième cycle. Depuis 2007, il est membre du Centre de recherche forestière, le plus grand centre de recherche en écologie forestière au Canada. Bienvenue, Monsieur Tifo. Merci beaucoup. Je vais maintenant partager mon écran. Bonjour, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Merci beaucoup. Je vais commencer par dire quelques paroles en français et ensuite je vais recommencer en anglais. J'aimerais parler de trois sujets principaux liés au succès du reboisement après les incendies de forêt. Premièrement, j'aimerais parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit même réfléchir au reboisement et aux efforts de reboisement après un incendie de forêt? Ensuite, j'aimerais parler de certains facteurs clés qui contribuent au succès du reboisement artificiel. Et troisièmement, vous présenter certains résultats de recherche hum, à la suite d'une expérience que nous avons établie dans le nord du Québec. Je pense que cette expérience a été tout à fait pertinente pour le contexte actuel. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on doit parler de ces efforts de reboisement? Il y a quelques facteurs qui sont réunis parfois, qui peuvent créer ce que l'on appelle des échecs de régénération. Donc, il y a quelques années, le Service des forêts Canada et nous-mêmes avons essayé de comprendre ce que l'on connaît par rapport au potentiel de changement climatique qui pourrait créer plus de problèmes de reboisement. Et nous avons fait une revue de littérature profonde pour nous concentrer sur certaines espèces clés pour voir qu'est-ce qu'on sait des impacts de la sécheresse et de hautes températures sur les efforts de reboisement. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont vraiment des résultats de la recherche que nous avons faite sur l'épinette noire et nous avons vu comment la température et la sécheresse ont un impact sur les semences. Donc, les événements de sécheresse et de haute température, effectivement, affectent négativement la régénération des semences de l'épinette noire et peuvent causer un échec de reboisement. Voici l'étendue de ces effets dans le paysage. Certains de mes collègues ont utilisé, par exemple, la détection à distance pour voir quels sont les taux de recouvrement de la forêt. Et nous avons aussi fait des expériences sur le terrain pour comprendre comment se créent ces échecs de reboisement. Par exemple, ici, Telsa Fortin, une étudiante en doctorat à l'UQAC, a utilisé des données sur plus de 500 sites de feux de forêt dans le nord du Québec pour voir comment l'incendie a affecté le reboisement. Et donc, on a examiné 536 sites. La plupart d'entre eux ont été reboisés avec
de l'épinette noire et on a aussi, dans certains cas, vu du pain. Mais même, donc les sites qui ont été régénérés, pour la majorité, le taux de régénération était bas ou pourrait être considéré comme un échec, car il n'y a pas eu assez de plantules pour garantir une régénération suffisante de la forêt. Donc, quels sont les facteurs qui ont eu le plus d'impact sur le reboisement et la santé des plantules? Eh bien, il y en a eu plusieurs, à la fois au-dessus du sol et sous le sol. Et il repose surtout sur les ressources nécessaires pour que le plantule puisse évoluer. Donc, il y a d'un côté la température du sol, il y a la disponibilité de l'eau, l'accès à des nutriments pour faciliter leur croissance. Que pouvons-nous faire en matière de sylviculture pour garantir le succès de ces nouveaux plantules? Eh bien, il y a quelques années, nous avons décidé de nous attaquer à la question en évaluant différents traitements de reboisement dans des sites d'incendie de forêt dans le Québec, au nord-est du Québec. Voici des plantules qui ont été plantées en 2007 et voici les résultats 2 ans après leur plantation. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit, ne voit aucun reboisement en résineux et on voit quelques espèces, d'arbustes. Par exemple, on voit du thé du Labrador, des lichens de sol et des bleuets dans cette photo. On a aussi, évalué quelques options de nouvelles approches innovatrices, comme par exemple le travail mécanique des sols pour essayer d'augmenter le succès du reboisement. Voici, quelques résultats de 3 de ces traitements. D'un côté, bien sûr, nous avons le site contrôle où on a tout simplement planté les semences sans traitement mécanique de sol. Ensuite, nous avons un traitement mécanique du sol où le plantule a été, planté en bordure de tranchée et finalement, nous avons planté des plantules accompagnées d'une espèce accompagnatrice, dans ce cas-ci l'aune, qui était capable d'apporter des nutriments dans le sol, qui était vraiment, en manque de ces nutriments. On voit ici des mesures de diamètre de ces plantules avec, les 2 espèces que nous avons plantées et nous voyons que ces mesures ont vraiment une incidence sur le diamètre des plantules. On voit que pour le pain, nous avons vu un impact, positif, pour, les espèces accompagnatrices et que, finalement, la dernière colonne, livre aussi un bon résultat, donc un travail mécanique à double disque. Voici les résultats qu'on a vus après 6 saisons, de plantation. On voit donc, l'épinette et le pain à gauche et à droite. On va se concentrer sur les points verts qui représentent les conditions de contrôle. On voit que les plantules, heu, ici exhibent une croissance linéaire et non pas exponentielle. Et normalement, on vise pour les plantules une croissance exponentielle. Par contre, si on prépare mécaniquement le sol, ce qui est représenté par les points orange et rouge, pour les 2 espèces, on voit une amélioration et une réponse positive importante. Pour ce qui
est du pain. On voit que, bon, en comparant le point orange qui représente la préparation mécanique traditionnelle et le point rouge qui introduit en plus l'espèce compagnon, on voit une énorme différence. Bien sûr, 6 ans n'est pas une très longue période, mais nous avons très hâte de voir de quoi auront l'air ces sites dans 13 à 14 ans après la plantation et vérifier si les différences se sont exacerbées avec le temps. Pour ce qui est de l'aune, il est possible que ça ait un impact négatif aussi sur la croissance des plantules parce que c'est une espèce qui croît très rapidement et qu'il peut devenir rapidement une espèce concurrente à nos plantules. On voit ici l'indice de concurrence en bas. Et donc, plus on va vers la droite ici, dans l'axe des X, plus la concurrence est intense. Et on voit pour les deux espèces, à la fois l'épinette et le pain, une, une concurrence qui s'accroît. Donc, en conclusion, on peut conclure que le changement climatique, effectivement, empêche un reboisement post-incendie à cause de la température, d'une plus grande incidence des incendies et de la sécheresse, mais que la préparation mécanique des sites peut augmenter le taux de survie des plantules et améliorer la croissance, mais nécessite une surveillance à long terme. Une espèce compagnonne peut aider à reboiser en résineux, mais il faut vraiment faire attention à la concurrence pour la lumière. Donc, on peut adopter plusieurs stratégies de sylviculture, mais c'est très important d'évaluer les effets. Merci beaucoup et je suis maintenant prêt à prendre vos questions si vous en avez. Val. Oui, désolée, merci beaucoup, Docteur Tifo. C'était une excellente présentation et vraiment une étude extraordinaire. Nous avons maintenant John Walker qui a habité à Williams Lake depuis 28 ans. Il a aidé à combattre les feux de forêt qui sont euh, survenus en 2017. Il a euh, travaillé dans la région de Williams Lake pour mieux comprendre la gestion autochtone. Cette collecte de connaissances se poursuit et lui permet une gestion plus holistique des terres qui améliore la zone d'intendance pour la faune, l'atténuation des incendies, l'hydrologie, la séquestration du carbone et les plantes importantes sur le plan culturel. Merci. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui, c'est super. Donc, merci à tous. Je suis très heureux d'être là. L'interprète a un peu de difficulté à entendre l'orateur, donc on va faire de son mieux pour résumer les propos. Donc, voici un projet de restauration de prairies et j'aimerais citer Dr. Biswell. Le feu est une partie intégrante de l'environnement, comme la pluie et le soleil, et aide la nature à évoluer. Voici quelques diapos que j'ai empruntées à mon collègue de UBC. Ces données nous montrent que l'intensité des feux de forêt dans le
Territoire grandement varié. Et on voit que elle ne cesse d'augmenter. Nous avons eu des brûlages jusqu'à 1998 et le territoire brûlé était assez uniforme en superficie. Mais quand on a cessé ces brûlages, on voit vraiment des augmentations en grandeur de territoire affecté par le feu. On a commencé à avoir des méga incendies. Pourquoi? On a vu de la suppression d'espèces. Il y a aussi beaucoup plus de conditions de, euh, de pénurie d'eau. Voici une image de l'incendie de 2017, le premier méga feu au lac Williams. C'est un incendie qui a brûlé avec beaucoup d'intensité et une haute température. Voici de quoi a l'air la forêt après ces incendies très intenses. Comme on voit, il n'y a plus de couche organique. Elle a complètement brûlé. Nous avons commencé le processus en parlant aux aînés. Nous les avons amenés tous les ans dans le terrain pour leur montrer nos projets. Ils n'ont jamais posé de questions sur le coût de ces projets, mais nous posent surtout des questions quant à la faune et la flore. Et sur la base de ces discussions, nous avons élaboré quelques idées de planification. Nous avons essayé de comprendre où se trouvaient les trembles parce qu'ils sont très importants pour le reboisement. On a voulu créer des corridors pour la circulation de la faune et créer des prairies. On voulait aussi bien choisir les espèces à planter sur la base des sites pour que ce soit bien adapté au changement climatique et préparer les sites d'une façon qui ne dérange pas la faune, stabiliser le sol, réduire les inondations et restreindre les accès dans les sites de reboisement. Nous avons commencé en 2019. La collectivité voulait une forêt plus ouverte et en 2021, nous avons commencé notre travail avec les sapins. Et vous voyez qu'on a vraiment augmenté notre capacité de 2022 jusqu'en 2027. Nous avons arrêté de planter de l'épinette à cause du changement climatique parce que dans 20 ans, ce n'est pas une espèce qui sera viable sur ce territoire dans 20 ans. Donc, pour les trembles, c'est un habitat naturel pour plusieurs espèces d'animaux.
et nous visons tout particulièrement la biodiversité. Nous avons visé une préparation de territoire peu invasive. On a réalisé en fait que la faune utilisait moins le territoire qui avait beaucoup de tranchées. Voici un aperçu de ce que nous avons fait. Et pour ce qui est de ce qui est intouché, ici sur la photo, nous allons faire un brûlage sensible à la culture pour créer une prairie. Nous avons planté dans les 2 dernières semaines d'avril. C'est une bonne période pour faire la formation de personnel. Et nous voulons aussi planter quand il subsiste encore de l'humidité dans le sol après l'hiver. Ces photos ont été prises 2 ans après la plantation. On voit qu'ils ne sont pas énormes, mais ils sont encore en vie. Ils ont survécu à des conditions très difficiles, donc nous avons bon espoir. Nous avons aussi observé beaucoup de mortalité. Plusieurs de ces territoires reçoivent beaucoup de soleil car ils font face au sud. Et nous avions aussi un dôme de chaleur qui a affecté les reboisements. Nous avons aussi observé des sécheresses à la fois l'hiver et l'été. Et ce sont des conditions très difficiles pour le sapin de Douglas. Le plantule à gauche est un plantule de pin qu'un chevreuil a aussi arraché le même jour qu'il a été planté. On va devoir créer de meilleurs microsites en faisant plus de plantules là où ils sont protégés contre le soleil et ne préparer des sites que quand la végétation est trop dense. Il faut aussi être conscient du fait que les chevreuils aiment beaucoup le pain, le pain gris, et nous devons aussi être à l'écoute des attentes en matière de coûts. Il faut surtout qu'on écoute le terrain. Il y a quelques avantages de ce genre de gestion basée sur les Premières Nations, premièrement. On a des espèces mieux adaptées au changement climatique, plus de diversité d'espèces qui permettent de cultiver des plantes médicinales, par exemple, des corridors de faune qui soutiennent la biodiversité. On peut augmenter la stabilité du terrain et aussi une augmentation d'incendies bénéfiques. Et on ne peut pas éliminer la bonne incendie du territoire. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas avoir été présent en vidéo. J'ai eu des difficultés techniques.
Merci John, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé que vous nous ayez dit d'écouter la terre et gérer les attentes. Et finalement, nous avons Jordan Todd qui a commencé comme planteur d'arbres chez Folklore en 2004. Après plusieurs années de travail comme planteur, puis comme chef d'équipe, il a commencé à superviser des équipes en tant que chef. Au cours des 6 dernières années, il a travaillé comme coordinateur de projet pour Folklore. Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreux projets de forêt ainsi qu'à des projets de plantation sans obligation, y compris ceux financés par le Programme d'investissement forestier, les initiatives de crédit carbone et le programme fédéral de millions d'arbres. Bonjour et bienvenue. Merci, est-ce que vous m'entendez? Voyez bien ma présentation? Oui, vous pouvez commencer. Très bien. Merci beaucoup de cette présentation. Ma présentation s'intéressera aux stratégies de plantation des arbres permettant le reboisement et la reconstitution des forêts. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant la période des questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors, tout d'abord, parlons des différentes stratégies en ce qui concerne les projets de feux de forêt et la plantation conventionnelle. Tout d'abord, une enquête est réalisée sur les terrains. Ensuite, on utilise un hélicoptère ou un drone pour comprendre la zone, pour savoir où le feu a été plus intense ou moins intense, où il y aura des besoins de reboisement. Ensuite, il y a un recensement plus systématique qui est réalisé sur les zones de déforestation avec d'éventuelles prescriptions. Ceci comprend plus d'éléments d'obligation et cela se complique après plusieurs recensements. Il peut y avoir des changements puisque cela peut prendre 2, 3 ans. Il y a par exemple une reconstitution inattendue ou bien des plantes ou éléments qui pousseront. Et cela peut représenter des problématiques logistiques dans le cadre d'un projet. Il y a également les zones affectées, les plantules et les semences. Mais les semences ne sont pas toujours disponibles. Afin d'avoir des semences pour un projet, il faut les acheter d'une entité qui a une licence et cela doit faire partie du projet. La semence, dans tous les cas, doit être collectée dans le cadre du projet et parfois on ne peut même pas l'acheter. Dans certains projets, certaines semences non commerciales peuvent être prescrites et ne doivent pas nécessairement être collectées. Il est parfois difficile de trouver une pépinière qui a cette semence. Pourquoi? Parce que certaines pépinières ont un manque d'expérience ou ne veulent tout simplement pas faire pousser des semences ou des jeunes pousses peu populaires. Lorsqu'il y a du brûlage, il peut y avoir un impact, bien sûr, sur la viabilité et la prescription d'un projet de reforestation. Il y a également des problèmes d'accès lorsqu'on essaye de replanter une forêt mature. S'il y a par exemple une zone qui n'a pas d'accès ou pas de route, cela peut être problématique. Parfois, il faut devoir faire une demande d'accès au site. Il y a parfois une végétation qui est en concurrence à cause d'une exposition au soleil. Les forêts matures ont plus de chances de se reconstituer, mais les jeunes forêts ont moins de chances de récupérer. Ce type de problème d'accès également peuvent être problématiques. Souvent, les feux de forêt
se frappe des zones qui n'avaient pas subi de coupe de bois. Il faut donc construire des routes et des accès, ce qui coûte très cher. Il faut également utiliser des hélicoptères, ce qui est également très cher. Après qu'une zone ait subi un feu de forêt, peu importe s'il y a un accès direct, il y a un changement du paysage. Il y a de plus en plus d'inondations, d'éboulements, et ceci rend la tâche de plus en plus difficile pour le reboisement et l'accès. Les démantèlements et les problématiques posent des risques de sûreté. Il faut donc un plan d'urgence, des équipements de protection et parfois les zones sont trop dangereuses pour être reboisées. En ce qui concerne le financement maintenant, les zones faciles d'accès seront favorisées, bien entendu, et souvent il y a des zones qui sont laissées de côté pour toujours. Il y a plusieurs éléments, plusieurs parties prenantes. Il y a également des étapes à suivre lorsqu'on propose un projet. Par exemple, permission des peuples autochtones, partage d'informations, accès à une entité qui a une licence et cadre de reboisement. En Alberta, par exemple, nous travaillons avec des agences locales pour obtenir des informations en ce qui concerne les zones touchées par les feux de forêt et nous comptons sur les entités ayant une licence pour pouvoir faire le suivi des procédures et processus. En ce qui concerne maintenant les projets de reconstitution, il y a une haute complexité et plusieurs difficultés découlent de ce type de projet. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une relation assez spéciale qui doit être créée entre les parties prenantes après le lancement du projet. Il peut y avoir par exemple des échéanciers très serrés, il faut identifier des zones et les replanter aussi rapidement que possible entre 2 à 6 ans après le feu de forêt. Voici des exemples donc d'environnement. Il y a eu ici une inondation et un glissement de terrain. Donc vous voyez que la route s'est fendue. Ici, vous voyez qu'un pont a brûlé et n'est donc plus utilisable. Et le glissement de terrain a également bloqué la route. Donc, c'était un accès très difficile à cette zone. Voici ma roulotte qui était garée dans un champ de sylviculture. Quelques jours après que j'ai garé ma roulotte, vous voyez qu'il y a eu une inondation et une chance que l'inondation a eu lieu avant que nous arrivions. Il y avait de fortes pluies et il n'y avait plus de végétation dans cette zone. Ainsi, comme vous le voyez, la région a subi de graves inondations. Maintenant, parlons de reconstitution artificielle. Elle n'est pas toujours nécessaire. Voici un exemple dans une forêt où les pins poussent et poussent très bien, mais parfois le reboisement est nécessaire parce que les sols sont très secs et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une récupération naturelle ou rapide. Il y a également des environnements où une végétation pousse, mais cette végétation épaisse, malheureusement, empêche la croissance viable de semences, de plantules. Alors, à cause du changement climatique, il y a de plus en plus de feux de forêt d'une haute intensité. Les incendies sont si forts qu'ils brûlent tout sur leur passage. Les écosystèmes, qui étaient déjà secs auparavant, subissent des événements de haute température à cause des changements climatiques, comme je le disais.
Il y a des stratégies, de plantation avec une sélection de semences. On peut favoriser, par exemple, des, semences, ou des types de plantes plus humides. L'environnement peut être pauvre en nutriments. Parfois, il n'y a plus rien dans les sols pour fournir, des nutriments aux plantations, donc parfois on peut devoir, ajouter des engrais. Lorsqu'un feu brûle tout et tue absolument tout, il peut également y avoir, des problématiques et parfois les insectes, comme un type de ver, mangeront toutes les plantules et les jeunes pousses. Également, il y a les problématiques associées au bétail. Il est important de planter des obstacles pour empêcher justement ces animaux d'accéder aux plantules. Il y a les tranchées, les créations également de tas. L'idée est de rendre la plantule peu attirante pour les animaux. Certaines espèces parfois ne reviennent plus sur le site du feu. Par exemple, et c'est souvent le cas des épinettes noires, c'est déjà arrivé. Parfois, il est utile de réintroduire certaines espèces pour pouvoir atteindre une réduction des feux de forêt et pour renforcer certaines espèces sur la zone en question. Alors que le climat change, nous devons faire des prévisions et des plans pour l'avenir, des prescriptions qui prennent en compte les zones et les euh, différents patrons du changement climatique. Par exemple, les espèces non endémiques peuvent être utilisées et il est important de noter le déclin des espèces endémiques et nous devons donc ajuster nos efforts au changement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Excellent, merci beaucoup, Jordan. Merci à tous les intervenants. Nous allons maintenant lancer la période des questions. Nous avons une question d'un anonyme pour John. Vous avez parlé du fait de ne pas planter des épinettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? L'année après la conférence, eh bien, un présentateur parlait du changement climatique et l'intervenant a indiqué que l'épinette serait une espèce qui, petit à petit, euh, s'éteindrait ou ne serait plus présente. Hum, Et donc, avec cette connaissance, nous avons pris la décision de ne pas favoriser l'épinette. Et parce que c'est tellement sec, nous avons essayé d'en planter, mais nous avons vu que ce n'était pas réaliste. Oui, c'est complexe. Tasso Bazek pose une question pour Nelson. Nelson, est-ce que vous avez fait des tests des sols pour connaître le niveau des nutriments avant la plantation? C'est une excellente question. Oui, nous avons évalué les nutriments dans les sols et c'était pour mettre à l'épreuve notre hypothèse en ce qui concerne les l'espèce de l'aune. En fonction de la sévérité du feu, il peut y avoir des pertes de nutriments importants comme l'azote. Et lorsqu'on plante des zones, on se dit qu'en utilisant une espèce qui fixe l'azote dans les sols, cela pourrait permettre à l'autre espèce de prendre avantage de cette constitution adéquate du sol.
Donc oui, nous avons fait des tests avant et après les traitements. Ah, merci beaucoup pour cette réponse. Question pour Jordan d'un anonyme. Jordan, quelle est votre opinion des fertilisants de poche de thé? Parfois, c'est c'est un fertilisant très efficace et parfois non, pas vraiment. La première chose qui permet une bonne application de fertilisant, eh bien, c'est de bien appliquer le fertilisant, justement. Donc, on veut que cette poche ne soit pas nécessairement appliquée directement sur l'arbre, parce qu'il y a des risques de que cela brûle. Ensuite, il est important que cette poche soit dans le même trou que l'arbre, mais qu'il n'ait pas de contact direct. L'idée est d'avoir un effet de gravité où le fertilisant coule dans le sol et va directement jusqu'à la jeune pousse. Et on ne veut pas également que ces poches attirent les animaux et soient affectées par les animaux. Nous avons planté des millions de plantules. John a parlé de l'ouest de Williams Lake. Nous avons fait de l'application de fertilisants. Alors, par exemple, pourquoi utiliser les poches plutôt qu'un autre type de fixeur d'azote? Eh bien, cela a trait directement au nombre d'années. Parfois, après quelques années, les avantages ne sont plus là et il y a des coûts ajoutés associés à chaque type d'engrais utilisé. Merci Jordan. Question anonyme pour John. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques ou approches mises à l'épreuve pour nourrir la vie sauvage directement après un feu? Non, je ne connais pas de méthode. Un anonyme demande à tous les participants, qu'en est-il des mélèzes? Est-ce qu'on plante des mélèzes? Nous n'avons pas mis à l'épreuve la plantation de mélèzes après un feu. Ceci dit, nous avons fait des plantations mixtes entre le mélèze et l'épinette noire après des cultures dans des terres agricoles. Et nous voyons qu'il y a un avantage associé à la plantation de mélèze dans les zones affectées par des types d'espèces. En fait, le feuillage du mélèze a un effet positif sur les nutriments dans le sol. Et petit à petit, vous voyez qu'il y a un cercle vertueux qui s'opère avec une production de plus en plus importante, avec un couvert des sols de plus en plus riche. Donc oui, cela a été mesuré par rapport au mélèze, mais pas après un feu de forêt, après plutôt des cultures agricoles. Merci. Des récoltes plutôt. Une question. Est-ce qu'on pourrait planter des plantules à partir de drones ou d'engins aériens dans des zones affectées? Je peux répondre. Il y a des applications très limitées de ce type de technique, puisque l'efficacité est limitée également. Parfois, les zones très reculées, difficiles d'accès par le terrain, sont privilégiées pour ce type de plantation par les airs. Mais cela est complexe. Il faut que le feu de forêt ait brûlé énormément de couverts forestiers, de litières forestières,
et il y a parfois des complications. Un des problèmes est le suivant: il y a beaucoup de gaspillage de semences lorsqu'on utilise cette méthode. Le ministère des Forêts en Colombie-Britannique est très précautionneux lorsqu'il fait ce type de plantation, parce que les semences sont très précieuses et lorsqu'on gaspille des semences, cela peut être problématique. Il y a également des risques que ces semences ne prennent tout simplement pas. Voilà pourquoi ce ministère préfère les techniques traditionnelles, soit le fait de planter directement sur le sol. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des intervenants? Je crois qu'à l'ouest de Williamsburg, il y a eu un une expérience qui a été réalisée. Malheureusement, la survie des plantules et des semences n'était pas excellente. C'est bien pour les zones reculées, mais je trouve que c'est une méthode, qui ne doit pas nécessairement être utilisée. On parle des aires ici. Question d'un anonyme pour Nelson. À long terme, pensez-vous que l'utilisation des zones sera nécessaire? Bonne question. Nous avons donc pris des mesures et nous voyons que l'avantage associé à un mélange entre conifères et aulnes est que cela crée un microclimat propice à la croissance des plantules qui peuvent croître sur quelques années, quelques décennies. Et c'est là qu'il y a éventuellement une influence de ces arbres sur les microcytes. Je crois qu'il serait cependant intéressant de refaire cette expérience. Je sais que d'autres expériences sont en cours au Canada, mais cela nous permettrait sur le long terme de comprendre comment les choses évoluent. À ce que je sache, la première décennie est critique et après cela, moins. En ce qui concerne l'utilisation et la croissance des conifères et le fait d'avoir des zones sur le terrain pour aider l'écosystème. Merci beaucoup. Question pour Jordan de Steven Kesaki. Bonjour. Que voulez-vous dire par semence de niche? Est-ce que vous avez une préférence pour les sites brûlés? Bon, qu'est-ce que je veux dire par niche? Je parle de semences moins communes, avec des tailles différentes de germes, avec des tailles différentes de tiges. Et on parle donc de tailles peu communes dans le marché parce que parfois certaines tailles peuvent aider dans certains types de terrains. Dans l'industrie, les pépinières commerciales se concentrent sur les conifères faisant l'objet d'abattage. Et lorsqu'on fait des activités de reboisement, nous avons de belles occasions parce que l'idée n'est pas que ces zones soient utilisées pour le bois d'œuvre ou soient utilisées pour l'abattage. Donc nous avons des occasions de renforcer des espèces, renforcer la variété du type d'arbres, d'arbres endémiques qui ont été supprimés par exemple, ou d'autres types de buissons qui sont également endémiques, qui malheureusement ne reviennent pas naturellement ou n'ont pas nécessairement existé dans cette zone précise parce que la plantation était très jeune et tous les arbres étaient très épais et gros et empêchaient certaines petites pousses de pousser. Donc plusieurs pépinières n'ont pas
l'habitude de faire pousser ce type de plantes moins communes. Il est difficile de trouver des pépinières, qui veulent faire pousser ce type, de plantules ou avoir ce type de semences rares, peu communes. C'est ce que je voulais dire quand je parlais de semences niche plutôt. Question pour John d'un anonyme. Est-ce qu'il y a eu des tests d'estimation de CO2 après les feux et est-ce que les, communautés autochtones étaient impliquées? Non. Les apprentissages tirés proviennent d'observations seulement ou en majorité. Cependant, nous travaillons avec, Changement climatique Canada pour réaliser des études dans des zones où il y a des activités de reconstitution des forêts afin que ces régions soient plus résistantes aux prochains feux. Merci. Question de Mac McCarnan. Heureuse de voir que vous êtes là, Matt. Question pour Nelson. Est-ce que vous avez réfléchi à la préparation mécanique et en quoi cette préparation aura un impact sur les feux de forêt à venir? Bonne question. Lorsque nous avons créé cette expérience, nous voulions en fait créer ces types de pare-feu. Nous voulions exposer des sols minéraux sur des zones un peu plus grandes, mais nous n'avons pas été dans ce sens-là finalement. Nous n'avons pas adopté cette approche. Alors, quel est l'impact de la préparation mécanique des sols? Je n'ai pas vraiment réfléchi à cela. C'est une excellente question et je n'ai pas de réponse. Désolée. C'est super qu'on puisse poser ces questions aujourd'hui. Nous avons le temps de prendre une dernière question. Votre question préférée? Bon, il y a plein de questions excellentes. Désolée, je ne peux pas toutes les poser. Bon, question anonyme pour Jordan. Est-ce qu'on a besoin d'engrais spéciaux pour renforcer les sols en nutriments à cause justement de la carence en nutriments? Parfois. Je crois que dans un monde parfait, nous devrions prendre des échantillons de tous les sols avant de lancer des projets pour comprendre les sols. Mais vous avez vu des photos, vous avez entendu ce qu'il se passe. Il y a des sites qui sont complètement brûlés jusqu'au sol, jusqu'aux minéraux et aux nutriments. Et donc, il faut décider, est-ce qu'on applique des engrais? Est-ce qu'on met un autre type d'espèce qui pourrait fixer l'azote dans les sols? Si les arbres survivent et si les plantules survivent, elles auront de la difficulté à croître. Et avec le temps, elles seront susceptibles d'avoir des maladies parce que ces plantules ont de la difficulté à utiliser un sol qui n'a pas les bonnes conditions. Très bien. Merci à toutes et à tous. Je vais conclure avec quelques remarques. Il y a plusieurs opportunités dans l'avenir. En ce qui concerne la reconstitution des forêts après les feux, il n'y a pas une seule solution. Mais nous savons que la période après un feu est critique et il y a une période critique où nous devons prendre des décisions importantes pour maintenir la santé écologique et pour atténuer les risques à venir. Il est important que nous ayons ces conversations. Le fait d'en savoir plus sur ce que font les personnes et
Ce Les travaux réalisés nous permettra d'accroître le niveau de confiance nécessaire pour prendre des décisions cruciales. Merci encore, Dr. Tifo, John, Jordan, d'avoir été si généreux de votre temps. J'aimerais également... Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, vous pouvez continuer. J'aimerais également vous inviter tous à la conférence annuelle des Forêts Canada qui se tiendra à Mississauga, en Ontario, le 20 février. Il s'agirait d'une journée bien remplie d'intervenants experts et de discussions importantes. L'événement débutera la veille, le 19, par une soirée sociale et une remise de prix. Inscrivez-vous à Forêt Canada. Très bien. Et nous espérons vous voir la semaine prochaine, mercredi. Nous parlerons de l'implication des autochtones, des habitats, et nous parlerons avec le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique. C'est tout pour nous. Merci et excellente journée. Au revoir.